Ce programme vous est offert par Illico Cash. Agression rwandaise, le ministre de la coopération régionale du Rwanda, James Kabarebe, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, sanctionné par les États-Unis d'Amérique pour le bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain. James Kabarebe, général en retraite, est au cœur du soutien du Rwanda au mouvement du M23 et est responsable des violations de droits de l'homme. Effort de guerre, le ministère des Finances a annoncé l'ouverture des comptes dédiés au Fonds de solidarité FRDC en opération dans l'est du pays afin de faire face à l'agression dont est victime la RDC. Ces comptes bancaires intitulés Fonds de solidarité FRDC ouverts en dollars américains et en francs congolais. Soutien toujours au FRDC et effort de guerre, le vice-premier ministre de la Défense sensibilise les jeunes de l'espace Grand Kassai à adhérer au sein de l'armée. Ce jeudi, Guy Mwadiavita a accompagné des notables de cet espace à sensibiliser la population de Sankoro. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer à la une. Thérèse Kaikwamba plutôt, était encore à New York au Conseil de sécurité de l'ONU, dont les membres se réunissaient pour leur troisième fois au sujet de la crise dans l'est de la RDC. La ministre des Affaires étrangères a accusé le Rwanda de vouloir renverser un régime démocratiquement élu et a tenté d'obtenir des sanctions contre le pays de Paul Kagame. Après des débats houleux, aucune sanction n'a été prise à l'issue de la réunion. Des menaces ou des simples vérités qui fuitent désormais pouvant aboutir aux sanctions concrètes contre le Rwanda. Ces conseils qui condamnent, mais ces conseils qui n'agissent pas à haute voix, réfléchit la chef de la diplomatie congolaise au cours de cette troisième réunion de sécurité convoquée de toute urgence à New York. Thérèse Kaikwamba apporte des dénonciations de Kinshasa dans la série d'exactions enregistrés dans les territoires occupés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC en seulement 48 heures, faisant état des plus de 8000 morts selon les derniers rapports du gouvernement congolais. Mais ce conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres et l'expansion de l'occupation. Il lui revient d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe terroriste cherchant à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Ce conflit ne se limite pas aux violences militaires, au pillage de nos ressources ou au déplacement, dépeuplement de nos territoires. C'est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC visant à renverser notre régime par la force. Malgré des multiples appels internationaux de cessez-le-feu violés à plusieurs reprises par l'armée rwandaise, cette réunion peut encore nourrir l'espoir du peuple congolais dont la fin de la guerre lui est imposée injustement. Dans cette crise sécuritaire, la République démocratique du Congo n'est pas la seule victime. De son côté, la MONUSCO également a une fois de plus dénoncé les restrictions imposées à la mission onusienne par le rebelle du M23 à Goma au nord Kivu, actuellement contrôlé par l'armée rwandaise et le M23. Les États-Unis, via son ambassadeur, demandent instamment l'arrêt immédiat de l'approvisionnement en minerais provenant des zones contrôlées par les M23, en particulier celles identifiées comme zones rouges par le gouvernement congolais. Pour lui, il est plus que temps que ces conseils, les Nations Unies et la communauté internationale apportent une réponse forte et sans ambiguïté aux actions du M23 et du Rwanda qui compromettent les perspectives de paix et rapprochent la région du bord d'une guerre totale. Après plusieurs réunions tenues axées sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, un accord de paix est-il possible après des accusations portées contre Kigali, dont le gouvernement congolais attend des sanctions de toute urgence? L'avenir nous en dira plus. En parlant de sanctions, le ministre de la coopération régionale du Rwanda, James Kabarebe, et le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, sanctionné par les États-Unis d'Amérique pour le bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain. James Kabarebe, général en retraite, est au cœur du soutien du Rwanda au mouvement du M23 et responsable des violations des droits de l'homme. Lawrence Kanyuka Kingston a été sanctionné, lui et ainsi que deux de ses
sociétés enregistrées au Royaume-Uni et en France. Le sous-secrétaire par intérim du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier a souligné que ces sanctions soulignent l'intention des États-Unis d'Amérique de demander des comptes aux responsables et dirigeants clés qui permettent les activités déstabilisatrices des RDF et du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis l'agression du pays par le Rwanda, un grand élan de solidarité s'observe des parts et d'autres de la République et pour pouvoir le canaliser, le ministère de Finances a annoncé l'ouverture des comptes dédiés au fonds de solidarité au FRDC en opération dans l'est du pays afin de faire face à l'agression dont est victime la RDC. Ces comptes intitulés Fonds de solidarité au FRDC sont ouverts en dollars américains et en francs congolais respectivement dans les livres de l'UBA et de la Rebanque. Cette initiative permet à tous les citoyens, entreprises et organisations d'apporter un soutien à nos forces armées engagées dans la défense de notre nation. Mobilisation contre l'agression rwandaise. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabongo Modiavita, poursuit son itinérance dans le Grand Kasaï. Ce jeudi, le patron de la Défense avait pris la direction de son courroux pour appeler la population de cette partie du pays à s'enrôler massivement dans l'armée pour contrer l'avancée des rebelles sur d'autres territoires de la RDC. Et cet itinéraire s'inscrit dans l'effort de guerre voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi. Dans ce journal, nous revenons à l'étape de Mbujimayi. Une marée humaine ce mercredi 19 février 2025 au boulevard Laurent-Désiré Kabila à Mbujimayi, qui a reçu avec empressement et motivation les mots du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Modiavita, porteur d'un message du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son passage, Guy Kabongo Modiavita a fait un vibrant appel à l'enrôlement massif des jeunes au FARDC en vue de défendre l'intégrité territoriale et venir à bout de la guerre imposée injustement par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Dans son allocution, Guy Kabongo Modiavita a souligné l'importance de la force juvénile comme relais d'une armée puissante. Dans son allocution, Guy Kabongo Modiavita a souligné l'importance de la force juvénile comme relais d'une armée puissante. Il a par ailleurs invité la jeunesse kassaïenne à l'unité nationale et une solidarité derrière les commandants suprêmes. Félix Tshisekedi mettant halte au discours de haine et tribaliste. Quelques recrues en formation ont manifesté leur volonté d'aller au front sans plus attendre en vue de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême en faisant la guerre contre les Rwandais et ses supplétifs du M23. Épris de leur motivation et courage, les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale, Guy Kabongo Modiavita, les a invités à la patience et à une formation de qualité afin d'avoir une bonne posture sur les théâtres des opérations. Agression rwandaise, le bureau du Sénat met en place une cellule de crise devant statuer notamment sur les urgences sécuritaires. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation de la situation sécuritaire à l'est du pays présidée par le speaker du Sénat, Sama Lukonde. Ce dernier a également échangé avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Lucie Tamlin a déclaré à la presse que son pays appelle à un accord de cessez-le-feu pour un corridor humanitaire. Les sénateurs de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu, Sud Kivu et du Tanganyika ont été invités à une importante réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde. D'après le communiqué de la sénatrice Nefertiti Ngundiaza, rapporteur du Sénat, sanctionnant la fin de la réunion, il a été décidé de la mise sur pied d'une cellule de crise au sein du Sénat, de solliciter du chef de l'État la mise en place d'un cadre d'échange avec la dite cellule porteuse des recommandations pertinentes et urgentes et que les commissions permanentes restent disponibles à examiner les diverses questions qui se posent avec acuité. Par ailleurs, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa,
Lucie Temelin. Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec en toile de fond l'agression rwandaise. Je me suis entretenue avec Monsieur le Président du Sénat. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnant l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. Le Sénat en appelle à un sursaut des patriotismes de tous les fils et filles du pays dans une parfaite cohésion et harmonie pour faire échec au plan machiavélique de balkanisation de la République démocratique du Congo. Rendons-nous dans la province du Haut-Uélé chez le gouverneur Jean Bakomito pour parler de l'inauguration de l'Université de l'Unité nationale et de gestion des ressources du Congo, UNGRC. L'initiative est de la fondation Jean Karoumé Badi. L'université va fonctionner dans le système LMD. Commentaire de Jenny Kayembe. C'est une date historique pour la province du Haut-Uélé. Il s'agit de la cérémonie inaugurale de l'Université de l'Unité nationale et des gestions des ressources du Congo. L'initiative est de la fondation Jean Karoumé Badi, située à 10 km de la ville d'Issiro, plus précisément aux enclavures Makambe. Présent à cette cérémonie d'installation de l'UNGRC et les débuts de l'année académique, le gouverneur de province Jean Bakomito Ngambou et son cabinet, le comité de sécurité, la conférence du chef des établissements universitaires du Haut-Uélé et d'autres invités de marque. 10 filières au total que compte cet alma mater. Il s'agit du développement rural, pêche et aquaculture, urbanisme et sciences informatiques, eau et forêt, sciences de gestion, ingénierie de gestion, management, ressources énergétiques, mines et carrières et hydrologie et risques industriels. Trésor Jean Karoumé livre par un discours la vision de Sa Majesté Jean Karoumé Badi. Pour sa vision de développement intégral de la République démocratique du Congo, à travers une ferme détermination à garantir aux jeunes un avenir radieux grâce à une éducation et une formation de qualité. À son tour, le recteur de l'INGRC circonscrit le cadre de cette cérémonie. L'Université de l'Unité nationale et de la gestion des ressources du Congo a un caractère national, car 4 campus sont prévus sur toute l'étendue de la République. L'autorité provinciale et représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le go des activités de l'UNGRC par la coupure du ruban symbolique. La journée s'est clôturée par une visite guidée et un cocktail de l'organisateur. On prend la direction de la Côte d'Ivoire. La France a enfin rétrocédé sa base militaire d'Abidjan. Le camp du 43e bataillon d'infanterie de marine est passé ce jeudi entre les mains des Ivoiriens. Mais la présence française va se maintenir dans le pays dans une formule plus flexible. Damaris Kayembe nous commente ici le retrait des troupes françaises de l'Afrique. Lentement mais sûrement, la France perd petit à petit du terrain en Afrique. Alors que l'armée française a rétrocédé sa dernière base au Tchad le 30 janvier dernier. C'est au tour de la Côte d'Ivoire de se plier à cet exercice ce 20 février avec le camp de Port-Boué en Abidjan. En présence du ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahami Ouattara, et du ministre français des Armées, Sébastien Lerconu. À cette occasion, le camp sera rebaptisé du nom de Thomas Daki Ouattara, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Une plaque à son effigie doit être dévoilée. Les deux drapeaux français et ivoiriens qui flottent actuellement sur la place d'armes seront abaissés et seul celui du couleur orange, blanche et vert seront remontés. Ces dernières semaines, une petite centaine de parachutistes ivoiriens a déjà pris ces quartiers sur ce camp situé près de l'aéroport et plusieurs exercices communs sont menés.
Cette rétrocession annoncée le 31 décembre par le président ivoirien Alassane Ouattara est le résultat d'un processus initié il y a 2 ans entre les deux pays et répond à la volonté de la France de réorganiser son dispositif militaire en Afrique. Face à la prise de pouvoir par des putsch de juntes devenus hostiles au Sahel, l'armée française déployée dans la lutte anti-djihadiste a dû plier bagage de gré ou de force. D'abord au Mali en février 2022 avec la fin de l'opération Barkhane, puis un an plus tard au Burkina Faso voisin, lorsque les autorités ont brutalement dénoncé l'accord militaire liant les deux pays. À peine quelques jours après la prise de pouvoir en juillet 2023, les putschistes au Niger ont fait de même, obtenant le départ en décembre de la même année des 1500 soldats déployés dans la lutte anti-djihadiste. Enfin, plus récemment, le Tchad a prié l'armée française de quitter le territoire en quelques semaines et le Sénégal négocie le départ de troupes d'ici fin 2025. Une présence qui s'allège mais ne disparaît pas pour autant. Plusieurs pays gardent toujours les raccords militaires avec la France, à l'instar du Gabon et du Djibouti. Venons en rappel des principaux titres. Agression rwandaise, le ministre de la coopération régionale du Rwanda, James Kabarebe, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, sanctionné par les États-Unis d'Amérique pour le bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain. James Kabarebe, général en retraite, est au cœur du soutien du Rwanda au mouvement du M23 et est responsable des violations des droits de l'homme. Effort de guerre. Le ministère des Finances a annoncé l'ouverture des comptes dédiés au Fonds de solidarité FRDC en opération dans l'est du pays afin de faire face à l'agression dont est victime la RDC. Ces comptes bancaires intitulés Fonds de solidarité FRDC sont ouverts en dollars américains et en francs congolais. Soutien au FRDC, effort de guerre, le vice-premier ministre de la Défense sensibilise les jeunes de l'espace Grand Kassai à adhérer au sein de l'armée congolaise. Ce jeudi, Guy Moy invite à accompagner les notables de cet espace à sensibiliser la population de Sankuru. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue et à très bientôt sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash. La DGRK exerce toutes les missions et prérogatives en matière de recettes fiscales et non fiscales revenant à la vie des Kinshasa. La Direction générale de recettes de Kinshasa prend en charge 3 impôts provinciaux et locaux, ainsi que les taxes, les redevances et autres droits dus à la vie des Kinshasa. Concernant l'impôt foncier, toute personne qui détient un bien dans une localité de premier rang, le taux est élevé à $450, payable en francs congolais, notre monnaie locale bien évidemment. Et toute personne qui détient une propriété ou un bien dans une localité de deuxième rang, le taux est élevé à $150, payable en francs congolais. Pour toute personne physique ou morale qui détient un bien ou une propriété dans une localité de troisième rang, le taux est élevé à $50, payable toujours en francs congolais. Et toute personne qui détient une propriété dans une localité de quatrième rang, le taux est élevé à $10, toujours payable en francs congolais. Pour l'impôt sur le revenu locatif, pour les biens se trouvant dans les localités de premier rang, tout loyer confondu, le taux de l'impôt sur le revenu locatif est élevé à 22%. Pour tous les biens se trouvant dans les localités de deuxième, troisième, quatrième rang, le taux est élevé à 17%. Nous devons retenir que dans l'impôt sur le revenu locatif, il y a également la modalité du paiement de la retenue sur loyer, dont le redevable est légal et les locataires. Pour les maisons ou soit les immeubles loués dans une localité de premier rang, la retenue sur loyer est de 20%, tout loyer confondu.
Et pour le locataire qui loue, qui loue de propriétés ou soit de maisons dans des localités de 2e, 3e et 4e rang, le taux pour la retenue sur loyer est à 15%, tout loyer confondu. Et pour le 2e, 3e, 4e rang, les bailleurs versera le 2% pour faire en tout les 17%, celle qu'annoncé tout à l'heure. Comment doit-on payer ces impôts? Les personnes morales sont censées déclarer en ligne via le portail https://et-dejarca.com. Pour les personnes physiques qui ont de biens dans la commune de Gombe, dans la commune de Barumbu, dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Limete et dans la commune de Ngaliema, dans sa partie nord, sont également censés à faire leur déclaration en ligne via le portail que je venais de citer tout à l'heure. Et pour tous les restes, ils doivent choisir soit faire leur déclaration en ligne, soit sur support papier en approchant leurs centres respectifs, soit les directions respectives qui les prend en charge. Comment paye-t-on cet impôt? Nous devons retenir que pour les impôts, la somme qui doit être versée auprès du fisc provincial pour le cas de la ville de Kinshasa, c'est la DGRK, n'est payée qu'auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa et dans le compte receveur pour les impôts. Et pour les taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa, il faudrait exiger les comptes receveurs non fiscaux. Mais la grande échéance, selon la loi, dédiée au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif est fixée au 1er février et selon les cas de l'échéance, de la grande échéance en cours, celle qui devait normalement prendre fin le 1er février selon la loi, elle a été prorogée par arrêté du gouverneur en numéro SC, barre 0190, barre CAP, barre GVK, barre 2BL, barre 2025 jusqu'au 28 février 2025. Pour l'impôt sur le véhicule et la taxe spéciale de la circulation routière, les recouvrements volontaires de l'exercice en cours et celui de l'exercice couplé 2024-2025. Cette campagne de recouvrement volontaire en cours jusqu'au 30 avril 2025. Dépasser ce délai interviendra alors les recouvrements forcés. Où doit-on payer ces vignettes? Il faudrait approcher les banques partenaires de la ville de Kinshasa. Et pour les vignettes, les banques concernées sont la Sofibank et la Solidaire Bank.